Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, et le dernier chapitre de l'année qui s'appelle Traitement, stockage et transmission de l'information. On va surtout travailler avec des activités et là, on va commencer directement par une activité qui s'appelle numérisation d'un signal analogique. On rappelle qu'un signal analogique est un ensemble continu d'informations, alors qu'un signal numérique est un ensemble discret, c'est-à-dire discontinu d'informations. Donc, on va voir comment on passe d'un signal analogique à un signal numérique. Et l'objet qui permet de faire ça s'appelle un convertisseur analogique numérique. Vous avez, pour se mettre un petit peu en jambe, vous aviez une petite activité très rapide. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous aviez des signaux, alors soit dessinés, soit décrits par une phrase. Il fallait dire si c'était des signaux analogiques ou numériques. Alors le A, celui-là, c'est analogique, d'accord. Le B, Numérique. valeur numérique parce qu'elle saute de valeur en valeur. Ce n'est pas un signal continu. Alors C, là il n'y a pas de dessin, c'est une phrase. Évolution de la température au cours d'une journée. Analogique. C'est analogique, parce que ça pourrait être décrit par une courbe type la courbe A. D, cette fois-ci vous affichez les heures, toutes les heures des températures. Numérique. Et ben oui, là c'est numérique. On peut dire c'est numérique. E, un film diffusé en streaming sur Internet. Analogique, ouais, c'est du continu. Analogique aussi, ouais. Non, c'est des flux numériques en fait. Ah ouais. Des flux qui passent, des flux qui sont transférés, que ce soit pour du streaming audio, vidéo ou même de la téléphonie, c'est numérisé en fait. F, le son émis par un haut-parleur. Analogique. Je sais pas. Le son, il est analogique. Si vous prenez un microphone et vous regardez sur Oui, un c'est oscilloscope le signal que vous allez voir, vous allez avoir un signal type analogique. Même si l'information qu'il y a sur le lecteur CD, elle est numérique, le son qui va sortir du haut-parleur, ça va être un signal analogique. Alors G, ça va peut-être pas trop vous parler. Un film enregistré par un magnétoscope sur cassette VHS. Analogique, je dirais. Analogique aussi, C'est non? analogique. Alors peut-être qu'il y a encore quelques cassettes VHS qui traînent chez vous, depuis quand vous étiez tout C'est à petit. bande magnétique, ça, non? Oui, c'est Ouais, ça. J'en ai un peu, moi, je crois. C'est ça, c'est des bandes magnétiques sur lesquelles était enregistré le signal. Et H, numérique? c'est bien numérique. Bah si, on voit des petits paliers. ça fait des carrés. Voilà, Ouais, on voit des paliers. C'est-à-dire que là, je vais grossir un peu ça, les marches verticales des paliers, on n'est pas obligé de les représenter en fait. On aurait pu mettre des pointillés. Donc on vous dit que la numérisation est d'autant meilleure que le signal numérique se rapproche du signal analogique initial. Ça, on comprend bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment on fait pour numériser un signal? Parce que c'est le but de la leçon d'aujourd'hui en fait. Comment à partir d'un signal analogique, on peut finir avec un signal numérique qui va pouvoir être donc transmis, stocké sous forme numérique, c'est-à-dire juste avec des 1 et des 0. Alors, la première chose qu'on fait, c'est l'échantillonnage. L'échantillonnage, ça consiste à prendre un signal analogique, comme ici, vous avez sur votre gauche, et on va découper à intervalles de temps réguliers, on va prélever le signal. Le temps qui est entre deux prélèvements, ça s'appelle la période d'échantillonnage, et donc l'inverse, c'est la fréquence d'échantillonnage. Alors regardez le schéma du milieu. Donc là, on a une période d'échantillonnage qui est représentée ici. Ça veut dire qu'à intervalles de temps réguliers, hop, le dispositif va prélever le signal. Donc ici, ça va être là. On va commencer à prélever le signal ici. Ce signal analogique là, qui représente une sorte de sinusoïde déformée, on va essayer de la numériser. Donc pour ça, on va à intervalles de temps réguliers prélever le signal. C'est-à-dire qu'on prend ici, par exemple, à t égale 0, et on bloque. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, cette valeur, elle est conservée. Alors, en général, la période d'échantillonnage, elle est très courte. Donc, elle est juste conservée le temps de la numériser, si vous voulez. Et après, hop, on passe à ce point-là, puisque la courbe rouge, elle a évolué pendant ce temps-là, d'accord? Donc, on prélève le signal un peu plus tard, il est là, et on le bloque, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il en résulte un signal en forme de marche d'escalier bleu,
qui déjà s'éloigne de la réalité, puisque la réalité, à l'origine, c'était le signal rouge. D'accord? Alors, vous avez un deuxième schéma qui vous montre un autre échantillonnage, cette fois-ci avec une durée d'échantillonnage plus grande. Et là, vous voyez bien qu'avec une durée d'échantillonnage plus grande, eh bien, vous avez le signal avec les traits bleus qui ressemble beaucoup moins à la courbe rouge que tout à l'heure. D'accord? On va compléter cette phrase. Donc, plus la fréquence d'échantillonnage sera grande, plus la période d'échantillonnage sera Petit. d'accord. Et plus le nombre d'échantillons sera grand ou petit? Grand. 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 Et alors, plus le signal numérique sera Proche. proche Proche. du signal analogique et donc Meilleur. meilleur sera la numérisation. OK. Alors, on passe à la suite. Alors, il existe un théorème pour savoir finalement à quelle fréquence on va échantillonner un signal. Il existe un théorème qui s'appelle le théorème de Shannon, qui, alors c'est pas juste un théorème qui vient d'expérience, c'est vraiment quelque chose qui est démontré mathématiquement. Pour numériser convenablement un signal, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins 2 fois supérieure à la fréquence du signal à numériser. En se remémorant le domaine de fréquence audible par l'homme, expliquez pourquoi les sons des CD audio sont échantillonnés à 44,1 kHz. Alors, est-ce que vous vous souvenez du domaine de fréquence audible par l'homme? 20 Hz, 20 kHz. D'accord. Alors, quelle est la valeur, parmi ces deux valeurs, quelle est celle qui va nous intéresser immédiatement? 20 kHz. Voilà. Donc 20 kHz, pour nous, pour l'oreille humaine, c'est vraiment de la très très haute fréquence. C'est-à-dire qu'on est limite avec les ultrasons. D'accord? En considérant qu'en plus l'oreille soit jeune, parce qu'après quand on vieillit, on ne va pas jusqu'à 20 kHz, on s'arrête avant. Pour que ça soit numérisé convenablement, il faudrait monter à combien, d'après le théorème de Shannon, pour la fréquence d'échantillonnage? 40. Voilà. Bon, je vous avais dit que c'était simple comme question, mais c'est quand même important. Donc, si vous voulez numériser correctement tous les sons audibles par l'oreille humaine, il faut monter à 40 kHz. Il a été choisi comme norme pour les CD voilà, ou même les DVD, au niveau du son, d'aller jusqu'à 44,1 kHz. Donc, en plus, il y a une marge. Donc, ça veut dire que même les plus hautes fréquences, elles seront bien numérisées. On va voir que s'il y a des défauts au niveau de la numérisation, ça va d'abord intervenir sur les fréquences hautes. On va voir ça avec un exemple. La voix humaine est comprise dans une bande de fréquences comprise entre 100 et 3400 Hz. Parce que nous, on ne produit pas avec notre voix des sons vers 20 kHz. Et généralement, quand on parle, la majorité des signaux sont compris entre 100 et 3400 Hz. Déjà, 3400 Hz, c'est vraiment très aigu. Donc, quelle fréquence d'échantillonnage doit-on choisir pour la téléphonie? Puisque pour la téléphonie, on ne cherche pas la qualité haute fidélité, on ne cherche pas une qualité hi-fi, on cherche juste à comprendre ce que raconte l'autre en fait. Donc, pour la téléphonie, on doit échantillonner à combien? 7000 6800. Voilà. Donc, on double 3004 et on doit échantillonner à 6800 Hz. En pratique, en téléphonie, on échantillonne à 8 kHz. Donc, vous voyez, on prend une petite marge. Bon, vous avez déjà remarqué qu'au téléphone, le son était de moins bonne qualité que si on écoute de la musique, par exemple. Donc, on va voir maintenant l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur les hautes fréquences du signal analogique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous avais dit qu'il y avait plus des problèmes, en fait, avec les signaux de haute fréquence. Donc, pour ça, on vous demandait, vous l'avez à l'écran, là, le logiciel Audacity? Oui. Donc là, j'ai chargé une petite musique de nuit de Mozart. Donc, c'est ce que je vous ai montré aussi vite fait la dernière fois. Donc là, on écoute le début de cette petite musique de nuit. Je vous avais expliqué qu'une façon simple de rééchantillonner un son,
Ça veut dire qu'on va prélever le signal avec une autre fréquence. C'est-à-dire qu'on va passer, là on nous demande d'essayer de passer de... Alors là on a, vous voyez c'est écrit en bas, hein, on est à 48 000 Hz. Et on nous demandait pour voir, eh bien qu'est-ce que ça donnait à 4000. Donc on va réduire drastiquement, hein, 4000. Voilà. Donc vous pouvez faire ça, ça suffit. Écoutez la différence, maintenant je viens de rééchantillonner le signal à 4000. Alors qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, qu'on n'a qu'une sorte de note. C'est ça, c'est vrai, on a un son beaucoup plus plat, on a un son plus grave, on perçoit déjà qu'il y a pas mal d'aigus qui manquent. Ceci dit, on a un son de mauvaise qualité, mais on arrive à reconnaître encore le morceau, d'accord? On nous demande de réessayer à 2000. Alors là, On dirait que c'est dans une salle fermée. ouais, On est dehors. c'est pire, hein. Vous avez un son qui est pire, qui est très assourdi. On arrive encore à reconnaître de quoi il s'agit. Bon, on va échantillonner encore moins à 1000 Hz. Alors le son déjà il s'est pas mal affaibli. Voilà, le son il s'est pas mal affaibli. Et on entend surtout les basses. Et donc la qualité du son c'est vraiment très très dégradé. Alors là je viens de rééchantillonner. C'est ce qu'on nous demandait à la fin. À la fin, dans cette activité, on nous demandait de rééchantillonner le son en 44 000 Hz. Qu'est-ce que ça va donner à votre avis? Rééchantillonner à partir de la dernière chose que j'ai faite là. Est-ce que vous avez une idée? On va rien entendre non plus. Pourquoi? Parce que le son s'est sauvegardé à 100 Hz. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que une fois que vous avez rééchantillonné à une fréquence plus basse, on est d'accord, vous avez perdu beaucoup d'informations. Une fois que vous avez perdu l'information, elle est perdue. C'est-à-dire que vous pouvez toujours rééchantillonner, c'est-à-dire découper en petits morceaux le son que vous venez de récupérer. Toute l'information a été perdue. Ce n'est pas parce que vous allez redécouper ce signal que vous allez récupérer l'information perdue. Vous avez compris? Donc là, je viens de rééchantillonner à 44 100 Hz le signal que j'avais échantillonné à 100 Hz. On voit qu'on n'a toujours rien. D'accord? Voilà. Alors, exemple d'application. Un petit exercice d'application, si vous voulez. Un son aigu a une fréquence de 10 kHz. OK. Un son grave a une fréquence de 100 Hz. Calculez la période de ces deux sons. Alors, comment on fait pour calculer la période? 1 sur Hertz, enfin 1 sur le nombre de Hertz. D'accord. Ça va nous donner une période en secondes. OK. Donc, pour calculer la période, T est égal à 1 sur F. Si F est exprimé en Hertz, on a bien T qui est en secondes. Alors, donc pour le son aigu, le son aigu, là, il est à 10 kHz, donc il faut faire 1 sur 10 000. Alors, on peut presque le faire de tête, hein, puisque 1000, c'est 10 puissance 3, 10 000, c'est 10 puissance 4. Donc, on va avoir une période qui est égale à, eh bien, 1,0, ça c'est pour la précision, multiplié par 10 puissance moins 4 secondes. Si vous faites pour le son grave, vous allez avoir cette fois-ci 1 sur 100, 1 sur 100 Hz, et donc ça va faire 10 moins 2. Alors, on va échantillonner à, c'est un exemple pour expliquer, on va échantillonner, on décide d'échantillonner à 1 kHz. Voilà, on décide d'échantillonner à 1 kHz. C'est-à-dire que la durée des échantillons, elle vaut combien, elle? Ce qu'on appelle aussi la période d'échantillonnage. TE va être égale à, même calcul que ce qu'on a fait précédemment. 1 millième. 1 millième, exactement. Donc ça fait 1 fois 10 puissance moins 3 secondes, c'est-à-dire 1 milliseconde. Oh, ça marche. Est-ce que ça vous permet de, de deviner, voilà, est-ce que ces trois valeurs, ça c'est la période d'échantillonnage, ça c'est la période du signal aigu, ça c'est la période du signal grave, est-ce qu'en comparant ces trois valeurs, eh bien, vous pouvez deviner quel est le son, même si vous connaissez déjà la réponse, mais est-ce qu'on pourrait expliquer avec les valeurs, en tout cas, quel est le son qui va être mal numérisé? Alors, est-ce que vous savez déjà la réponse? Le grave, Le grave, il va être bien ou mal échantillonné? il va être mal échantillonné. Enfin, Eh ben, mal. en fait, non, c'est le contraire. Ça va être le signal aigu
qui va être mal échantillonné. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ça n'allait pas être facile. C'est pour ça que je vous ai dit que ça n'allait pas être facile. Peut-être que pour expliquer ça, je vais passer sur le simulateur pour vous expliquer pourquoi en fait on va avoir un son moins bien échantillonné s'il est aigu. Alors, il y a plusieurs simulateurs possibles que vous pouvez trouver sur le net. D'ailleurs, dans ce document même, on vous conseillait un simulateur et on en a conseillé deux d'ailleurs. Moi, je vais aller voir celui qui est sur le site Australo. Alors ici, j'ai un générateur, c'est-à-dire pour générer un signal, d'accord? Donc, on va d'abord générer un son de, on a dit, basse fréquence, on est d'accord? Bon, alors peu importe si ce n'est pas les mêmes valeurs que, parce que tout à l'heure, dans l'activité, on comparait 100 Hz et 10 kHz. Alors le 100 Hz, ici, je pourrais le générer, mais 10 kHz, je ne peux pas le faire ici. Mais je peux quand même, on va montrer l'idée. Je vais prendre, allez, je vais prendre 100 Hz. Je vais l'échantillonner comme dans l'exercice à 1 kHz. Est-ce que la numérisation est bonne? Est-ce que Elle pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas trop mal quand même. C'est-à-dire que ça restitue à peu près le signal. Vous voyez, on loupe les variations brutales, surtout au niveau des sommets. On va louper toute variation qui est un peu brutale. Donc, le signal sera mal restitué au niveau des sommets, en haut ou en bas. Mais monsieur, Oui. on pourrait une bonne numérisation si on échantillonnait seulement à 200 Hz, non? Oui. D'après le théorème de Shannon, normalement, on devrait pouvoir se contenter du double. Sauf qu'on voit que ça ne marche pas toujours, parce qu'effectivement, si j'échantillonne à 200 Hz, regardez ce qui se passe. Vous voyez? Ça ressemble exactement les mêmes courbes. Ça ressemble plus du tout à une sinusoïde. Donc, je vais revenir à 1000. Pour l'instant, on va rester à 1000 Hz au niveau de l'échantillonnage. Par contre, je vais regarder la différence entre un signal de basse fréquence et un signal de haute fréquence. Donc maintenant, je vais augmenter la fréquence du signal. C'est comme quand on diminue la fréquence de l'échantillonnage. En gros, voilà. En gros, ça va être ça. Alors, vous voyez, là, j'augmente la fréquence du signal et la courbe obtenue avec l'échantillonneur donne cette courbe verte qui ne ressemble plus du tout à une sinusoïde. Donc, mauvais échantillonnage. Or, quand j'avais un signal de basse fréquence, ben vous voyez, là, ça suivait bien. Donc, voilà, pour expliquer cette activité, eh bien, on avait les calculs de tout à l'heure. Je pense que montrer un simulateur, c'est encore plus visuel pour comprendre ce qui se passe. Donc, en gros, on va quand même détailler. Voilà, ici, c'est bon. Là, j'ai le signal qui est représenté ici. Voilà. Et donc, une période du signal correspond ici à ce temps-là. D'accord? Ça, c'est la période du signal. Bon, bah, si, vous voyez que si vous prenez une période d'échantillonnage qui est beaucoup plus petite, vous prenez une période d'échantillonnage qui est beaucoup plus petite que la période du signal, on arrive à obtenir un bon découpage, un bon échantillonnage du signal. Ok? Là où on a des problèmes, c'est quand on a ça. Alors là, on va se mettre dans le cas où il commence vraiment à y avoir des problèmes. Donc là, il commence déjà à y avoir des problèmes. Donc maintenant, si vous regardez la période du signal, eh bien la période du signal, elle est là. Voilà. Et la période d'échantillonnage, eh ben, elle est là. Et vous voyez qu'elle n'est pas beaucoup plus petite que la période du signal. Elle est comparable. D'où un mauvais signal. Ok, c'est bon, vous avez compris? Ça va. Ouais. Bon, alors on va revenir au document de cours pour conclure. Donc, conclusion. Si l'on réduit la fréquence d'échantillonnage, quel type de son est mal numérisé? Eh bien, on vient de voir que c'était les sons aigus qui étaient mal numérisés. Et donc, deux idées à retenir sur le choix de la fréquence d'échantillonnage. Première chose, il faut choisir FE de manière à ce que, on a dit que FE,
elle va être supérieure à, d'après le théorème de Shannon, au moins 2 fois la fréquence. 2 fois la fréquence du signal. Alors, si c'est un signal composé de plusieurs fréquences, eh bien, on prend la plus haute, donc F max. D'accord? Et oui, rappelez-vous, en début de l'année, on a vu que un signal n'était pas forcément toujours une sinusoïde. Donc, on peut avoir un signal périodique sans être une sinusoïde. Et dans ce cas-là, par analyse de Fourier, eh bien, on peut dire que même un signal, quand il n'est pas une sinusoïde, il est composé d'une somme de sinusoïdes. Donc, dans ce cas-là, il va falloir aller regarder quelle est la fréquence de l'harmonique le plus élevé pour être sûr qu'il ne soit pas coupé, si vous voulez. Et deuxième point à retenir, c'est qu'une fréquence FE trop faible enlève l'information portant sur... Et aigu. Voilà, donc sur les hautes fréquences du signal analogique. OK? Alors, ordre de grandeur. Eh bien, on vient de le dire, en CD audio, on échantillonnait à 44,1 kHz, alors qu'en DVD, on est à 48 kHz, mais on reste dans le même ordre de grandeur. On l'a vu aussi tout à l'heure, en téléphonie, on peut se contenter de 8 kHz, et en radio numérique, 22,5 kHz. On va venir maintenant à la quantification. Alors voilà, on va venir à la quantification. Pourquoi quantifier d'abord? Eh bien, pour l'instant, je vous rappelle qu'on n'en est que à cette étape-là. On a un signal analogique et l'échantillonner et le bloquer pour une certaine durée de temps, ça consiste à, eh bien, en gros, avoir ces traits bleus. La numérisation d'un signal, c'est de finir avec une suite de 0 et de 1. Donc, on n'y est pas encore, on est d'accord? On n'en est pas encore là. Donc, c'est pour ça que maintenant, il va falloir eh bien, quantifier le signal. Donc, la phase de quantification. Alors, petit rappel, alors c'est là où en général je vais vite, parce qu'en SI, vous avez déjà vu tout ça. On rappelle d'abord ce qu'est un bit, donc un chiffre binaire, 0 ou 1. Et donc, très rapidement, parce que vous avez déjà vu ça, vous savez qu'avec 2 bits, eh bien, on peut coder 4 valeurs, puisqu'on peut faire 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Et en fait, avec 3 bits, ben, c'est comme si on avait une case en plus. Et dans une case, on peut mettre soit un 0, soit un 1. Donc, si on cherche toutes les valeurs, on en trouve 8. Avec 4 bits, eh ben, on arrive à 2 puissance 4. Ça fait combien ça? 16. 16. Voilà. Avec 4 bits, on peut avoir 16 valeurs différentes. Et plus généralement, avec n bits, on peut écrire 2 puissance n valeurs différentes. 2 puissance n valeurs différentes. Alors, en ce qui concerne la conversion d'un nombre binaire en un nombre décimal, comme écrit dans le texte, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Par exemple, comment on fait pour savoir à quelle valeur décimale correspond cet octet, c'est-à-dire un octet, c'est 8 bits. Donc, en gros, un nombre codé avec 8 bits. On prend un exemple, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, à quoi ça correspond en décimale? Le premier digit à droite, je veux dire, ça correspond à 2 puissance 0, après 2 puissance 1, après 2 puissance 2, etc. Et donc, voilà dans l'exemple qui était donné, comment, à partir de la suite de 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, on arrive à un nombre décimal. Il suffit de faire ceci. D'accord? Et on arrive au nombre décimal qui vaut 178. Donc, vous avez un petit exemple d'écriture binaire. Donc ça, comme vous êtes très habitué, eh bien, je vais rapidement corriger ou vous donner la solution. Donc, à partir de l'exemple précédent, eh bien, vous vérifierez que la valeur décimale de 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, en s'inspirant de l'exemple qu'on a fait avant, vous vérifierez qu'on tombe sur 77. La valeur, c'est 77. Inversement. Ouais, c'est ça. Inversement. Écrire en binaire la valeur maximale que l'on peut prendre une valeur codée sur 4 bits, puis calculer sa valeur en décimale. Donc, 15. sur 4 bits, la valeur maximale, ça va être quoi? 15. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le 15? Bah, ça fait 1, 1, 1, 1. Très bien. Donc, Ça voilà. fait 1 plus 2 plus 4 plus 8. Donc, ça fait 15. Ouais, mais et ça fait 2 puissance 4 moins 1 en fait. Ouais, Donc, voilà avec aussi, 4 ouais, bits, c'est ça. la valeur maximale, ça va être 1, 1, 1, 1. Et 1, 1, 1, 1, effectivement, ça va faire eh bien, 2 puissance
0 fois 1, c'est-à-dire on va avoir 1 plus 2. Alors là, vous voyez, j'écris un peu à l'envers. Plus 4 plus 8. Et effectivement, ça fait bien 15. Enfin, il y avait une dernière petite question. Écrire l'octet correspondant au nombre 15. Même question pour le 16. Peut-on coder 16 sur 4 bits? Voilà, il y a beaucoup de questions. Alors allons-y. Non. Écrire l'octet correspondant au nombre 15. Bah, 1, que des 1. Que des 1. Mais sauf que comme là, on est sur un octet, on code sur 8 bits. Ah oui. On va mettre en premier des 0. Si vous voulez, il y a 8 cases. Donc Oui, là, oui. on voit que pour faire 15, il faut faire 4 fois 1. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà l'octet. On est d'accord? Même question pour le 16. Alors, si on veut coder le nombre 16, ça va faire quoi? Si vous rajoutez 1 au nombre précédent, ça va faire quoi? 3, 0, 1, 1 et que des 0. 3, 0, 1. 1 et après 4, 0. Très bien. Du coup, on peut pas l'écrire sur 4 bits. Peut-on coder sur 4 bits? Alors, tu as dit non. Alors, Merci bien. explique pourquoi. Bah, parce qu'on voit que le 1, il est sur le 5e bit. Ouais. Voilà, très bien. On veut Et bien. 15 maximum avec 4 bits. Oui, c'est ça. Et donc, on voit bien que pour coder 16, il va falloir passer avec 1, 2, 3, 4, 5 cases, entre guillemets, c'est-à-dire 5 bits. Parfait. Bon, je vois que vous êtes vraiment à l'aise avec tout ça. Et maintenant, on va expliquer un petit peu mieux la quantification. OK? Donc, avec une quantification de 16 bits, soit une séquence binaire de 16, 0 ou 1, combien de valeurs dispose-t-on pour traduire l'amplitude du signal dans chaque échantillon? Après, je vais expliquer un petit peu mieux ce que c'est que cette histoire de quantification. Si on fait une quantification sur 16 bits, ça nous donne combien de valeurs différentes, d'après ce qu'on vient de voir. Pas de puissance 16. Si. Donc, on va avoir 2 fait fois 65 536. 2 à la puissance 16 valeurs différentes. 2 puissance 16, ça fait ouais, c'est ça, 65 536 valeurs différentes. C'est énorme. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ça qu'il faut bien comprendre en fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, regardez bien, avant, je vais expliquer les deux schémas, mais juste avant, on va répondre à la question. Avec 8 bits, combien on aurait? 256 valeurs. Oui. 255 valeurs. Parce que. Enfin, 256 valeurs, mais la plus haute, ce serait 255. D'accord. Pourquoi c'est assez connu, ça, c'est 256? Parce que 8 bits, c'est un octet. Un octet. Ouais, parce que 8 bits, c'est un octet. Et donc, par exemple, en ce qui concerne les images, on code souvent sur 8 bits des couleurs. Et donc, on verra ça demain dans le TP. Alors, laissez-moi vous expliquer rapidement, et je crois que vous connaissez bien, c'est juste pour bien préciser, faire la distinction entre ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire la fréquence d'échantillonnage. Donc, je rappelle, on découpe le signal comme ça, par tranche verticale, et on prélève et on bloque. Ça fait les traits bleus. Et à ne pas confondre avec ce qu'on voit maintenant, c'est la quantification. Alors maintenant, la quantification, c'est quoi? Eh bien, par exemple, sur le schéma de gauche, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 valeurs autorisées. On va avoir 8 valeurs autorisées ici pour bien, attribuer une valeur, donc disons en volts par exemple, au signal qui vient d'être échantillonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on fait un prélèvement ici du signal et on va lui attribuer la valeur la plus proche des valeurs permises. Les valeurs permises, ben, ici, dans mon exemple, on a dit qu'on en avait 8. Ensuite, ben, lorsqu'on échantillonne un peu plus tard, on se retrouve ici. Là, je suis en train de faire un point. On va décider de conserver, pour la quantification, la valeur la plus proche. Alors, je ne sais pas quelles sont les règles quand c'est pile au milieu. Ici, on a pris la valeur du dessous. Donc, vous voyez la perte d'information? Normalement,
l'échantillonnage nous avait donné cette valeur-là. Vous comprenez? Le trait là que je marque. C'est quoi ça? C'est le quantum, un truc comme ça? Oui, c'est ça. Le trait que je marque là, eh bien, c'est ce que l'échantillonneur a récupéré. Sauf que au niveau de la quantification, cette valeur-là ici n'existe pas. Donc, au niveau de la quantification, il va falloir conserver, garder eh bien, la valeur la plus proche. OK? Et ainsi de suite. Et donc, on s'aperçoit que après, vous allez avoir ainsi de suite, comme ceci, le valeur qui est échantillonnée puis bloquée. Ici, le coup d'après, on est ici. D'accord? Donc là, je m'aperçois que si le coup d'après, on est ici, c'est qu'il y a une erreur. On ne devrait pas être ici, mais on devrait encore échantillonner à cet endroit-là. Vous voyez l'erreur qu'il y avait là, dans ce document? Ça, c'est pas bon. Ensuite, on arrive ici, et là, on est ici. Et donc, la valeur qui est là va être quantifiée eh bien, avec la valeur permise la plus proche, c'est-à-dire celle-ci. Donc là, dans le document, il y a une erreur. En fait, ils ont sauté un truc. La valeur quantifiée la plus proche, ici, elle devrait être ici. Je vais vous montrer ça encore une fois avec le simulateur. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous montrer ou c'est pas clair? Non, on n'a pas compris. Oh, pas trop, ouais. Pas trop, d'accord. Alors, je vais recommencer. Ben oui, parce que en plus, il y a une erreur. S'il y a une erreur sur le document, c'est pas bienvenu. Donc, c'est toujours sur Australo. Voilà. Donc, je vais expliquer ça sur ce schéma. Là, au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Alors, ici, sur cette animation, je peux faire varier l'échantillonnage. Donc là, vous voyez les traits verticaux qui sont plus ou moins resserrés. On est d'accord? Donc ça, c'est l'échantillonnage. On a déjà vu tout à l'heure que eh bien, plus la fréquence d'échantillonnage était grande et plus le signal serait bien restitué. Mais là, le but, c'est de voir la notion de quantification. Donc, j'ai un signal analogique qui est le signal rouge. On est d'accord? Je fais un premier prélèvement qui est là. Et je vais lui attribuer une valeur qui est permise. Ici, on a une quantification sur 3 bits. Ça veut dire 8 valeurs possibles. Elles sont là. En fait, les traits rouges correspondent aux valeurs possibles. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà les valeurs permises. Le critère ici, apparemment, c'est de prendre la valeur inférieure à la plus proche. Donc, en fait, l'échantillonneur va récupérer ce signal-là. Ce n'est pas une valeur permise. Il va prendre la valeur qui est juste en dessous. Et il va la bloquer jusqu'à l'échantillonnage suivant. Ça, vous avez compris ou pas, ce trait-là? Oui. Ah ouais. Ouais? Bah, une fois que vous avez compris ça, c'est bon. Hein. Regardez. Qu'est-ce qui se passe lors de l'échantillonnage suivant? Donc, le signal continue, continue, et on arrive là. On arrive ici. Donc, l'échantillonneur bloqueur récupère ce signal, et après, il va y avoir une comparaison avec les valeurs permises. La valeur permise, ici, le critère apparemment, je répète, ça a été de conserver la valeur permise inférieure. Donc ici, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Hein. Peut-être que le plus logique, là, ça aurait été de conserver la valeur permise la plus proche. Donc ici. Là, en tout cas, pour le simulateur, le critère, ça a été de conserver la valeur inférieure la plus proche. Donc ici. Et donc, c'est cette valeur-là qui va être gardée. Vous avez compris? Oui. Et ainsi de suite. Échantillonnage suivant, il sera là. Ça, ce n'est pas une valeur qui existe. La valeur la plus proche, elle est là. Enfin, la valeur la plus proche inférieure, elle est là. Et ainsi de suite. Ici, eh bien, on reste sur le même signal. Et donc, on se retrouve avec un signal qui a été quantifié, qui est le signal bleu. C'est bon, vous avez compris? Oui. Alors, il n'est pas très beau, hein? Il n'est pas très beau, ce signal bleu. On perd beaucoup d'informations. Par exemple, là, le signal n'a pas bougé ici. Alors qu'en réalité, le signal analogique, en rouge, lui, il avait pas mal bougé. Alors,
ça, c'est parce qu'on a fait une quantification sur 3 bits, qui nous ont donné que 8 valeurs possibles. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus précis, on va passer à 4 bits. Donc, ça va nous faire 2 puissance 4 valeurs possibles. Et donc, 2 puissance 4, ça fait combien? 16. 16. Voilà, vous pouvez vérifier. On a donc 2 fois plus de valeurs possibles ici. Et donc, vous voyez que maintenant, le signal bleu quantifié correspond eh bien, à un signal qui ressemble un peu plus au signal analogique. Et si on quantifie avec 5 bits, maintenant, on arrive à 2 puissance 5 valeurs. Je ne sais pas combien ça fait de tête, mais ça doit faire 32, j'imagine. Eh bien, on arrive à un signal bleu qui est encore plus proche. Pourquoi il fallait quantifier? Parce que, regardez, je vais revenir sur 3 bits, par exemple. Ce signal-là, maintenant qu'il a été quantifié, eh bien, il peut être numérisé. Par exemple, comment je vais numériser la première valeur qui a été trouvée ici? Ah, ça c'est une bonne question. Ouais. Puisque je vous rappelle que le but de l'opération, et là on y est presque, le but de l'opération, c'est que ce signal rouge analogique à la base finisse par une succession de 0 et de 1. Alors, par exemple, ça, là, ça va se traduire comment en termes de 0 et de 1? Et c'est pour ça que j'ai pris 3 bits pour faire quelque chose de simple. Bah, ici, c'est la plus basse des valeurs. Si je veux cette valeur-là, si je veux la quantifier, bah, sur 3 bits, c'est la plus faible, ça va être 0, 0, 0. Et ça, c'est la plus haute. Donc, c'est 1, 1, 1. Donc ici, ça va être 0, 0, 1. Ici, ça va être 0, 1, 0. Et donc, celle-là, ça va être 0, 1, 1, 1. Donc, ce qui va sortir de cette conversion analogique numérique, ce qui va sortir, donc le CAN, convertisseur analogique numérique, qu'est-ce qui va sortir? Lui va sortir une suite de 0 et de 1. Et là, pour cette séquence-là, il va sortir 0, 1, 1. D'accord? Qu'est-ce qui va sortir après? Il va sortir cette valeur-là. Alors là, en 3 bits, cette valeur-là, eh bien, si on continue, là, je suis en train d'écrire que la deuxième valeur, elle est codée 1, 0, 1. Alors, oui, j'ai pas compris la question. Est-ce que tu peux répéter? Bah, moi, je pense que j'ai pas compris comment on faisait pour faire le signal numérique. Parce que j'ai pas compris comment il pouvait sortir du signal analogique. Ah, comment, à partir du signal analogique, on en déduit un signal numérique, c'est ça la question? Oui, c'est ça. On va résumer. Non, parce que le début, j'avais compris, mais j'ai pas compris comment il peut sortir du signal analogique. Alors, est-ce que vous avez compris l'échantillonnage? Ça va être moins beau, mais j'ai pris un tableau blanc. J'ai un signal analogique qui est là. On est d'accord? Là, je suis en train de résumer un petit peu ce qu'on vient de voir. Comment, à partir de ce signal analogique, je peux en sortir une suite de 0 et de 1. Première étape. Donc, en abscisse, j'ai le temps, bien sûr. Et en ordonnée, j'ai un signal. Bon, ça peut être un signal en volts, par exemple. D'abord, on va faire un échantillonnage, c'est-à-dire qu'à intervalle de temps régulier, on va prélever l'échantillon. Donc ici, par exemple, je vais faire un prélèvement. Alors l'échantillonnage, il est toujours régulier, hein, c'est périodiquement, on va faire un échantillonnage. Okay, donc, le convertisseur analogique numérique, il fait ce qu'on appelle un échantillonnage blocage, c'est-à-dire qu'il va prélever à intervalle de temps régulier le signal, et hop, ici, il a prélevé ça et il le conserve. Là, on arrive à l'échantillonnage suivant, et ça va arriver ici. Donc, hop, échantillonnage, blocage. Puis, ça va arriver ici. Voilà. Puis, on arrive ici. On retombe sur la même valeur. Hop. Puis, on retombe ici, etc. Donc, ça, est-ce que vous avez compris pour l'instant? C'est un récapitulatif. Est-ce que vous avez bien compris l'échantillonnage, le blocage? Oui? Oui. Maintenant, la quantification. C'est peut-être ça qui vous a posé le problème. La quantification. On a vu que si on quantifiait sur n bits, on avait 2 puissance n valeurs. OK? Bon.
Je vais reprendre la quantification sur 3 bits qu'on a vu avec le simulateur parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Donc, on va dire en gros le signal, il est compris entre cette valeur-là, maximum, et puis cette valeur-là qui est minimum. Okay, et sur 3 bits, eh ben, on va diviser cet intervalle sur 8 valeurs possibles. Sur 8 valeurs possibles. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, ce sont les valeurs possibles. D'accord? Donc l'échantillonnage en vert, il nous avait retenu les valeurs précises, sauf que maintenant, il va falloir en quelque sorte arrondir. Donc, cette valeur ici, qui est représentée par un trait vert, elle n'existe pas. Donc, on va garder la valeur en bleu la plus proche. Alors, si je prends le même critère que le simulateur, c'était la valeur la plus proche, mais inférieure. Ici. Vous voyez déjà, j'ai une petite erreur. Le signal en vert, il était là. Ben, le signal en bleu retenu, ça sera celui-là. Ici, eh ben, c'est pareil. Vous voyez que c'est une valeur qui n'existe pas. Donc, la valeur retenue, ce sera celle-là. Ici, bon, ça a l'air de tomber à peu près pareil. On va dire qu'on a eu de la chance, là aussi. Et puis ici, cette valeur-là, vous voyez, n'existe pas. Donc, on va prendre la valeur la plus basse. Évidemment, si vous prenez plus de bits que 3, eh ben, le découpage il va être beaucoup plus serré. Donc, si vous faites sur 8 bits, vous allez avoir 2 puissance 8 est égal à 256 valeurs. Vous allez, si vous voulez, découper le signal en 256 valeurs possibles. Donc, au lieu de 8, vous allez avoir 256 valeurs possibles. C'est très précis. Donc, vous allez avoir ainsi. Je vous remontre du coup le simulateur. Regardez sur 5 bits la différence. Vous allez avoir beaucoup plus de valeurs possibles et donc le signal il va être beaucoup plus ressemblant à le signal analogique. Dernière étape. Après, il faudrait réduire la période aussi. Parce que là, du coup, ça reste quand même des gros carrés. Voilà, c'est ça. Là, bah, voilà, on va optimiser un petit peu, on va réduire la période, c'est-à-dire augmenter la fréquence d'échantillonnage. Le simulateur me permet de... Je ne peux pas faire plus que ça. Et voilà. Donc là, j'ai optimisé sur cette... si vous voulez, sur cet exemple, avec ce simulateur, j'ai optimisé. J'ai pris la plus grande quantification possible, d'en proposer que 5 bits au maximum. Et j'ai choisi la fréquence d'échantillonnage la plus grande possible. Et donc là, vous allez avoir un signal qui est représenté en bleu, qui ressemble quand même à peu près au signal qui est représenté en rouge. D'accord? Ok. Voilà. Ensuite, eh bien, tout ça, il va falloir le transformer en suite de 0 et de 1, ce qui est possible, puisque ben, c'est ça le but, c'est que si on se restreint à un nombre de valeurs, ben, c'est justement pour pouvoir après eh bien, pouvoir le quantifier. Et donc, bon, en gros, on a terminé. Hein. Il ne reste plus qu'à voir si un encodage qui était sur 16 bits, vous passez à 8 bits, en fait, vous n'allez pas perdre beaucoup. Au niveau du signal, vous allez avoir autant d'aigus qu'avant, etc. Vous allez voir, enfin, vous allez plutôt écouter que quand on descend en quantification, on a un souffle qui apparaît. Donc, vous entendrez qu'en 8 bits, alors qu'initialement, je crois que c'était en 16 bits, eh bien, vous allez avoir un souffle qui intervient. Vous avez un bruit de fond, si vous voulez. Et donc, choix des critères de numérisation, bah, l'idéal, c'est d'avoir une fréquence d'échantillonnage la plus grande possible, et puis d'avoir une quantification la plus grande possible. Sauf que, quel est le problème de choisir une quantification trop grande, ou même un échantillonnage trop grand? Quel est le problème qui va se passer? Parce que sinon, on prendrait toujours la fréquence d'échantillonnage la plus élevée, et puis la quantification la plus élevée. Quel est le compromis qu'il va falloir faire après? Bah, regardez, c'est ce qui est écrit ici. C'est que après, très bien, si vous dites je veux un signal de très haute qualité, bah, je vais échantillonner beaucoup et puis je vais prendre une grande quantification. Sauf que, oui, en quelque sorte, c'est le prix. Ça va se payer en termes de nombre d'octets qu'il va falloir pour eh bien, numériser votre signal.
Et donc, si vous avez un nombre d'octets très, très, très important, et ça, vous êtes bien conscient de ça quand vous faites du téléchargement, c'est que si vous voulez de la haute qualité, il va falloir beaucoup d'octets. Donc, il va falloir un long temps de transmission, ou alors si vous voulez faire du stockage, eh ben, vous allez devoir stocker une grande quantité d'informations. Donc, il va y avoir un compromis entre la quantité d'informations à stocker ou à transférer et la qualité du signal. Vous avez compris l'idée? Pour terminer, il y a un petit exemple avec un petit exercice guidant. Donc, si vous voulez, on corrigera ça demain rapidement. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ouais, ça fait juste pendant 2 heures et demie sur le début, on prend du temps à